Donc, nous allons clôturer ce premier thème et aborder donc le thème sur l'énergie renouvelable, le bâti tropical et la ville durable. Donc, il va mettre en avant les problématiques spécifiques de la ville durable en Afrique du Sud, l'expérience réunionnaise et l'enjeu territorial fort, effectivement, pour la Réunion qui vise une autonomie énergétique en 2030. Pour vous en parler, Monsieur Laurent Marin, qui est urbaniste et directeur associé de l'agence LD Austral, Monsieur Frédéric Boyer, architecte associé chez MB Architectes, Monsieur Thomas Curelli, qui est chargé d'affaires export industrie cleantech et qui est correspondant de la ville durable chez Business France en Afrique du Sud, et Monsieur Pierre Ego, directeur OI et de toute l'Afrique australe de Green Yellow, accompagné de son successeur, Monsieur Pierre Maroubi, et de M. Guido Gauthier, directeur du développement et membre du comité exécutif de Green Yellow Monde. Donc nous allons justement commencer avec vous, Pierre Ego, si vous le souhaitez. Vous êtes actuellement à La Réunion, dirigeant de Green Yellow, une entreprise spécialisée dans l'énergie qui intervient dans toute la zone océan Indien et Afrique australe. Vous allez donc nous présenter les enjeux énergétiques de La Réunion et de l'océan Indien, suivis de vos expériences. Merci. Pierre, c'est à vous. Est-ce que vous nous entendez? Ah, il semblerait qu'il y ait un petit problème. Pierre, il faudrait activer votre micro. Je vous vois bien connecté. Il y a marqué micro désactivé. Ça y est. Attendez. Allez-y, Pierre. Oui, c'est bon. Je pense que vous m'entendez. Désolé pour le décalage. C'est bon. Donc oui, merci à tous pour nous accueillir aujourd'hui. Donc oui, peut-être pour commencer une situation un peu particulière. C'est vrai que Véronique m'a demandé d'intervenir et moi je suis en passation parce que je vais quitter Green Yellow très prochainement. C'est pour ça qu'on a souhaité avoir mon successeur ainsi qu'un membre du comité exécutif. Et vous comprendrez pourquoi, parce qu'il s'occupe plus particulièrement de l'Afrique du Sud, donc Gino Gauthier. Voilà, donc on m'a demandé de vous présenter les enjeux énergétiques à La Réunion et plus particulièrement dans l'océan Indien. Donc je vois que la slide qui est présentée, la dernière slide, ça serait bien de présenter la première ou peut-être que j'ai un petit décalage parce que je ne vois pas. Donc je considère qu'on est sur la première qui s'appelle Indian Oceans Transforming Energy Systems. Alors, bien sûr, on parle de l'océan Indien, mais on parle de la Réunion en premier lieu. La Réunion, en fait, c'est une terre qui a été la terre d'expérimentation historique des énergies renouvelables dans l'océan Indien. Et Green Yellow est présent à la Réunion depuis 2010, avec plus de 20 mégawatts développés en photovoltaïque, et puis dans l'efficacité énergétique aussi, avec de nombreuses installations en efficacité énergétique à La Réunion depuis les années 2010. La Réunion, en fait, est actuellement en transition, et comme on le dit, vers une autonomie énergétique à l'horizon 2030. C'est des enjeux qui sont extrêmes. La Réunion incorpore déjà plus de 35% d'énergie renouvelable en pleine journée quand le soleil est au plus haut. Et l'idée, c'est d'augmenter ça et de déployer plus de 100 mégawatts de plus sur le réseau, c'est-à-dire de passer au-delà des 50%, voire même encore plus, à horizon très rapide. Donc ça met sous tension en fait beaucoup d'acteurs à La Réunion et ça crée beaucoup d'opportunités. Je pense que c'est ça dont il faut qu'on parle aujourd'hui. Les opportunités sont auprès des développeurs, alors principalement dans le photovoltaïque parce que les éoliennes ont beaucoup moins le vent en poupe à La Réunion, même s'il y en a et que ça va continuer à se développer. Également dans la biomasse, mais le photovoltaïque est vraiment la solution qui boom à La Réunion, comme on le disait, avec plus de 100 mégawatts dans les quelques prochaines années. Et tout ça accompagné par tant des tarifs d'achat prédéterminés pour des petites puissances énergétiques. On parle de tout ce qui est en dessous de 100 kW, mais ça donne un terrain de jeu très important. Et puis, un mécanisme extrêmement bien rodé depuis maintenant plus de 10 ans en France et plus particulièrement dans les DOM et encore plus particulièrement à La Réunion, d'appel d'offres mis en place par la Commission de régulation de l'énergie
et qui actuellement, il y a 2 appels d'offres par an avec plus de 25 mégawatts mis à la voilà, en appel d'offres par an. Donc c'est un terrain de jeu extrêmement propice avec beaucoup de développeurs photovoltaïques qui sont là présents. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'efficacité énergétique, parce qu'on est sur un territoire, et ça c'est le deuxième enjeu du territoire, je dirais, où les coûts de production d'électricité, en fait, ne sont pas du tout reflétés dans les tarifs auxquels l'électricité est revendue aux utilisateurs finaux, que ce soit des particuliers ou que ce soit des industriels. Et tout ça s'appuie sur un système assez complexe de péréquation tarifaire, et ça veut dire c'est un impôt payé par les métropolitains pour permettre aux personnes qui vivent dans les DOM et particulièrement à La Réunion de payer leur électricité à un prix qui est très peu cher. Donc d'un côté, c'est bien d'augmenter la production d'énergie par des énergies propres et peu chères pour aller vers une autonomie énergétique et moins dépendre du pétrole dans le futur ou d'énergie qui produisent des gaz à effet de serre. De l'autre côté, il est extrêmement important aussi de consommer moins pour diminuer, je dirais, ce transfert d'argent par impôt depuis la métropole. Et donc là-dessus, il y a de nombreux mécanismes également. On a parlé de mécanismes d'aide de l'État et de nombreux mécanismes, des certificats d'économie d'énergie notamment, qui sont en place et dont on pourra parler plus tard. Donc c'est extrêmement aidé, c'est des sommes très importantes qui sont mises en place avec des investissements importants pour faire aussi de La Réunion un laboratoire et un vrai laboratoire. La Réunion est le plus en pointe de tous les DOM dans toute la partie énergie renouvelable et efficacité énergétique. Je ne vais pas m'appesantir sur l'océan Indien, sachez juste que Maurice est dans une transition un peu similaire, mais avec un retard à l'allumage vers plus d'énergie renouvelable et vers plus d'efficacité énergétique. C'est un marché qui est un peu plus petit que la Réunion, mais qui reste quand même attractif. Et à côté de ça, il y a un énorme marché potentiel qui est Madagascar, avec seulement 15% de la population qui a accès à l'électricité. Et c'est là où GreenYellow a également fait ses preuves dernièrement en construisant la plus grande centrale photovoltaïque de l'océan Indien, avec 20 mégawatts photovoltaïques, près de 20 millions d'euros d'investissement, un investissement qui va être doublé dans les 12 prochains mois pour devenir une centrale de 40 mégawatts avec stockage. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante maintenant, et je vais accélérer parce que je sais que le temps est compté, voilà. Comment est-ce que tout ça peut nous aider? Eh bien, en fait, comme pour aller à l'export, et comment cette expertise peut être aussi pertinente pour aller notamment en Afrique du Sud. Alors, GreenYellow, c'est un groupe mondial, on pourra vous fournir des chiffres après, c'est 500 personnes, et avec donc des business units qui sont constitués un peu partout dans le monde, en Asie, au Brésil, en Colombie, et dans l'océan Indien. Et en fait, l'océan Indien, avec beaucoup d'autonomie, a décidé, sur la base de ses succès et de son savoir-faire, d'aller développer l'Afrique du Sud. C'est quelque chose qu'on a engagé il y a à peu près 18 mois. Premier contact initié. Alors, bien sûr, et M. Curie peut savoir que ça fait longtemps que je travaille autour de la Réunion, mais sérieusement, on l'a engagé il y a à peu près 18 mois. Et au bout de ces 18 mois, on peut dire qu'on a déjà signé, on a déjà sécurisé un pipeline d'affaires qui est très important, j'estime, avec plus près de 20 mégawatts. Ici, on parle de 16 mégawatts photovoltaïques, soit en contrat long terme, soit en contrat de construction clé en main, avec des partenaires sud-africains. Et on lance actuellement, après des discussions longues, parce que c'est des partenariats long terme, notre modèle est un modèle en efficacité énergétique d'investissement pour le compte du client, comme on pourrait le faire en photovoltaïque en toiture. Donc, c'est des discussions longues. Et avec un retailer important d'Afrique du Sud, on lance des projets pilotes pour après pouvoir faire un déploiement important. Et donc, le message ici, c'est de dire ce que nous avons gagné comme expertise à La Réunion et dans l'océan Indien de manière générale, avec nos bureaux notamment à Maurice, nous a permis d'adresser l'Afrique du Sud et de l'adresser bien et de commencer à avoir un vrai décollage qui va permettre de créer une équipe locale pour GreenYellow. Alors, par la suite, effectivement, La Réunion continuera d'être impliquée, l'Afrique du Sud prendra plus d'autonomie. Et le message vraiment important, c'est que c'est l'expertise acquise à La Réunion sur la base de ces incentives et de ces soutiens aux ENR dans l'océan Indien de manière générale qui nous a permis d'ouvrir l'Afrique du Sud. Je propose de répondre aux questions par la suite. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer maintenant à la ville durable, la ville durable qui est effectivement, au-delà d'un concept, une réalité pour La Réunion, avec l'adaptation de matériaux, leur mise en œuvre et le développement de villes et de quartiers entiers, et qui s'appuie sur un savoir-faire spécifique et éprouvé.
On va accueillir donc Monsieur Frédéric Boyer, architecte associé au sein de MB Architectes, et Monsieur Laurent Marin. Et vous travaillez tous deux à partir de la Réunion dans l'océan Indien et l'Afrique australe, et vous déployez des solutions d'urbanisme durable en milieu tropical. À vous. Oui, bonjour à tous. Merci Véronique. Donc je vais prendre la parole sur le volet de l'urbanisme durable puisque c'est le cœur de notre métier. Donc je me présente rapidement. Donc Laurent Marin, moi je suis le responsable de l'agence LD Austral, donc qui est basée à Sainte-Marie, à l'île de la Réunion. On est filiale du groupe Atelier LD basé également en métropole. On est un cabinet d'ingénierie donc spécialisé dans l'aménagement durable du territoire, regroupant au sein de nos équipes des compétences en urbanisme, en paysage, en infrastructure et en hydraulique urbaine. Alors j'entends par hydraulique urbaine une approche beaucoup plus douce que la gestion un peu traditionnelle des eaux pluviales. Donc c'est-à-dire qu'on prend conscience de l'importance de la gestion de l'eau de pluie et de la préservation de cette ressource dans le cadre de l'aménagement des projets. On n'est pas une grosse société. J'étais content d'entendre Madame la conseillère régionale rappeler qu'effectivement l'export était pas réservé aux majors. Donc nous on est une quarantaine de salariés. On fait des démarches à l'export depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est vrai que quand on est une PME, quelquefois c'est beaucoup plus contraignant d'arriver à dégager du temps, mais je remercie effectivement l'ensemble des représentants, Business France, Club Export, la région, qui nous aident dans cette démarche. On a voulu, nous, au sein de notre petite structure, regrouper justement ces compétences de l'aménagement du territoire pour avoir une approche globale de l'environnement des projets. Donc on travaille sur différentes tailles de projets, que ce soit des opérations de place, de rue, de lotissement, de zones d'activité, et à différents niveaux d'études, donc que ce soit des phases d'esquisse, des phases de maîtrise d'œuvre, jusqu'à la réception des travaux. Donc nous avons la volonté de trouver des solutions pour répondre aux enjeux de demain, donc qu'on connaît tous, la préservation des ressources, l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire également, qu'on ressent aussi de plus en plus, alors d'autant plus quand on est en environnement insulaire, dépendant de beaucoup d'importations. La croissance, la question des mobilités aussi, qui est très préoccupante aussi sur des environnements comme l'île de la Réunion. La lutte contre les changements climatiques, la question de la gestion des déchets. Donc des enjeux mondiaux dont on parle de plus en plus et qui pourtant, je trouve, dans un environnement insulaire comme la Réunion, en particulier, ont un effet plutôt exponentiel. C'est-à-dire qu'on prend, j'ai l'impression de prendre conscience de ces problématiques-là de manière beaucoup plus franche et directe que quelquefois dans un continent qui pourrait être beaucoup plus grand. Alors pour réussir un aménagement durable, alors on pourrait en parler pendant plusieurs jours. Je vais essayer d'être rapide et concis, mais pour moi il y a plusieurs facteurs. Ce qui est important, c'est déjà d'avoir une gouvernance de projet qui soit organisée, c'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire qui regroupe l'ensemble des compétences du métier. Et ce qui est primordial aussi pour moi, c'est de rentrer dans une démarche, je dirais, de partenarial autour d'un projet et d'avoir un objectif commun. Et la difficulté, c'est autant définir l'objectif, ça va relativement vite. On est toujours très ambitieux, on a envie de faire bien, mais la difficulté, c'est d'arriver à tenir cet objectif et j'ai envie de dire garder le cap jusqu'à la finalité et l'aboutissement du projet durable. Et c'est souvent ce maintien des objectifs qui est difficile à maintenir parce que les projets ont une durée de mise en œuvre de 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans selon la taille des projets. Et sur cette durée-là, il y a des aléas personnels, de mouvements de personnes. On a des aléas, nous on le ressent aujourd'hui avec la crise du Covid, où on peut se poser la question qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est l'économie? Et tout ça peut remettre en question des objectifs qu'on s'est définis au départ. Donc c'est important de temps en temps de se redonner cet objectif principal et d'essayer de l'approcher au maximum et de l'atteindre. Et du coup, de faire preuve d'une certaine souplesse que ne permet pas quelquefois un contrat, je dirais, très formel, où là on rentre dans un dogme ou une rigueur qui nous empêche quelquefois de dire on doit s'éloigner un petit peu de ce qui était prévu initial pour revenir sur l'objectif de départ. Donc faire preuve d'ingéniosité et également oser l'expérimentation. Donc moi j'assimile vraiment la Réunion comme un territoire d'expérimentation par son contexte et c'est cette expérimentation-là qui nous permet du coup de renforcer un petit peu notre savoir-faire sur ces thématiques. Après, on a d'autres outils réglementaires qui aident à aboutir vers cette démarche de développement durable. Là, c'est les outils réglementaires français. Je pense notamment à la question de la loi sur l'eau, au plan local d'urbanisme, au schéma directeur. On a maintenant les éco-PLU, on a les démarches de labellisation, les éco-quartiers, les smart cities. Tous ces outils-là
réglementaires qui peuvent quelquefois être perçus comme une contrainte nous aident justement à aller dans cette démarche-là, à convaincre les gens et à essayer d'atteindre cet objectif. Ensuite, il y a les certifications. Donc, Frédéric, tout à l'heure, parlera d'une certification en lien avec le bâti. Nous, dans l'environnement, il y a une certification qui nous a beaucoup aidé. C'est l'approche environnementale de l'urbanisme qui a été mise en place par l'ADEME en 2000, qui est une agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Cette approche, elle est très contextuelle. Et nous, elle nous a beaucoup inspiré dans notre manière de travailler. C'est une manière d'intégrer justement des considérations environnementales dans les projets d'aménagement, c'est-à-dire une démarche visant à favoriser l'amélioration et la prise en compte de l'environnement en urbanisme. Alors cette approche, elle prend méthodiquement en compte des principaux facteurs qui influent sur la qualité et les relations entre le bâti et l'environnement. Je pense à l'eau, le déchet, les déchets, l'énergie, les transports, le bruit, le paysage, la biodiversité et le vent, par exemple. Après, pour terminer rapidement sur quelques éléments importants, ce qui nous paraît primordial aussi, c'est de ne pas s'éloigner du site, de ne pas s'éloigner du contexte. Chaque projet est différent et chaque projet va trouver son identité dans le contexte, dans là où on va intervenir, qu'est-ce qu'on ressort du site, comment on bâtit le projet en fonction du site. À La Réunion, on a des spécificités qui sont propres au territoire de La Réunion. On est dans un environnement tropical. On ne va pas concevoir un espace public à La Réunion comme on le ferait dans un environnement tempéré. On est soumis à des ensoleillements particulièrement forts. Si on veut que les gens apprécient un environnement urbain, il faut donner de la fraîcheur, il faut lutter contre l'îlot de chaleur urbain. Donc pour ça, il y a des méthodes, il y a le paysage, il y a la fraîcheur qu'on peut apporter dans l'environnement urbain. On doit se prémunir contre des épisodes de pluie qui sont souvent très intenses. Et là, je parle pas seulement des cyclones, mais des pluies tropicales. Préserver un environnement particulièrement fragile, le lagon, les espaces naturels remarquables qu'on rencontre à La Réunion sont maintenant sur tous les projets. Préserver la biodiversité, parce que la biodiversité, c'est aussi le patrimoine. Il y a le patrimoine architectural, mais il y a aussi le patrimoine végétal. Et on a à La Réunion ce patrimoine végétal qu'on doit préserver et qui est vraiment une ressource. Et puis la question des déplacements. Je vais vous demander de faire très vite, Laurent, s'il vous plaît. Le timing nous impose d'accélérer. Merci beaucoup. La question des déplacements, on le vit tous à La Réunion. C'est vrai, vaste sujet, grosse problématique. On est dans un environnement contraint. Le réseau viaire est complètement saturé. On peut difficilement s'étendre. Donc, comment on construit la ville durable ou la ville la ville des courtes distances. Alors rapidement, on peut passer à la slide d'après. Je cite un exemple Vous avez exactement une minute. Je vous ennuie, mais ça sera pour une prochaine fois. Une minute et on arrête. Une petite référence et un exemple de mise en pratique de cette approche-là, c'est le quartier de la ville durable de Beauséjour à Sainte-Marie, donc 70 hectares d'aménagement, 2200 logements, donc un projet qui a débuté dans début des années 2000, qui est aujourd'hui à 70% d'aménagement. Sur ce quartier-là, il y a eu toute cette démarche, toute cette approche, et un des défis de l'opérateur, donc CBO Territorial aménageur privé, sur ce projet-là, c'était de faire accepter la densité, de faire accepter par les gens un changement de mode d'habiter. Comment convaincre les gens de quitter ce qu'on appelle nous la case à terre, c'est-à-dire la maison particulière, pour aller dans la case en l'air. Et le défi de CBO sur cette thématique-là, c'était de dire, moi, je crée de la qualité urbaine, je crée du paysage, je crée des espaces publics qualitatifs pour que les gens acceptent de devenir dans un environnement qui soit agréable à vivre. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pourrais en parler pendant des heures. Merci Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience justement à l'export et notamment donc en Afrique en général? Merci. Oui, bonjour, je me présente, Frédéric Boyer, donc je suis architecte, cofondateur de Maléco et Boyer Architecte, donc une agence installée basée à Saint-Paul de la Réunion, mais avec une petite antenne sur l'île Maurice, donc de cette de l'île Maurice. Donc effectivement, tout à l'heure, on parlait de contraintes réglementaires qui sont pour nous des freins quotidiens dans notre travail, mais qui sont finalement, quand on va à l'export, un guide, des atouts en tout cas pour aller partager notre expérience avec les territoires voisins. Donc là, on a le cas particulier de la RTA-DOM, donc qui est une réglementation thermique spécifique au département d'Outre-mer, donc qui a été mise en place en 2009 par l'État français, qui a pour but principal l'économie d'énergie, parce qu'on est dans un environnement où il faut économiser l'énergie, le confort thermique, le confort hygrométrique et la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Donc là on voit, c'est un peu comment dire, dense, mais ce sont les principaux thèmes qu'on doit appliquer dans la RTA-DOM pour qu'on soit
pour qu'on ait un bâtiment adapté au climat tropical. Donc, en gros, les principaux objectifs à atteindre, c'est les protections des parois et des baies. Donc, on essaie d'éviter l'ensoleillement direct afin d'éviter les échauffements à l'intérieur du bâtiment. On favorise la ventilation naturelle des logements pour justement créer un mouvement d'air permanent et ainsi éviter les sensations de chaleur, et surtout utilisation des énergies renouvelables, donc le solaire en particulier, pour produire l'eau chaude sanitaire avec l'énergie du soleil. Donc avec Laurent, effectivement, on a essayé de mettre en pratique ce qu'on a appelé au début du webinaire de chasser en meute. Donc Laurent, en tant qu'urbaniste, est un peu en amont de cette réflexion sur une ville durable. Donc effectivement, il est sur des grands ensembles ou des grands lotissements, on va dire. Et nous, on intervient après sur des zooms plus particuliers sur des bâtiments. Donc en essayant d'appliquer même à l'étranger, donc Maurice ou Kenya, puisqu'on a eu quelques petites expériences à Maurice et au Kenya, en appliquant ces principes de RTA-DOM qui sont obligatoires en France et à La Réunion, mais qui sont très appréciés par nos voisins de l'océan Indien, puisqu'on partage le même climat, les mêmes contraintes et aussi le même mode de vie. Donc la varangue est un élément très important chez nous. Donc c'est pas un balcon parisien, mais c'est vraiment une vraie pièce à vivre, donc une extension du séjour sur l'extérieur, espace tampon qui permet de rafraîchir l'intérieur des logements. Donc tous ces éléments architecturaux qui nous paraissent évidents puisqu'on vit avec ça tous les jours nous ici, mais juste pour un exemple au Kenya par exemple, à Nairobi, qui est très influencé par le mode de vie dubaïote ou américain ou anglais. Ils ont un peu perdu cette notion je crois dans les villes, de véranda ou de varangue, et quand ils voient on les a fait venir à La Réunion, à Beauséjour, on peut visiter quelques réalisations sur la ville nouvelle de Beauséjour. Ils ont été très agréablement surpris par le confort, par la qualité des bâtiments qui ont été créés. Donc là, on a l'exemple d'une résidence pour personnes âgées qui est basée à Beauséjour, et en fait on voit sur ces images la traduction volumétrique des principes de RTA-DOM. Donc on voit en façade ces fameuses varangues protégées par des brise-soleil, des claustras brise-soleil qui permettent de garder l'air frais et éviter l'ensoleillement direct des parois des pièces principales par le soleil. On voit aussi la végétalisation des abords proches du bâtiment qui permettent d'éviter les fours. On voit des vues intérieures où on peut voir des grandes ouvertures de jalousies, donc qui permettent de régler le débit d'air et permettent de gérer le mouvement d'air à l'intérieur des logements. Et bon, là il y a une petite fiche, c'est plus technique, donc on voit la fiche de justification de ces contraintes réglementaires avec des porosités imposées par la réglementation. Donc ça c'est très technique, mais ce sont des éléments qu'on a nous pour concevoir sous les tropiques et essayer d'avoir un maximum de confort thermique. Donc voilà un peu un rapide panorama de notre contexte réglementaire. Merci beaucoup. Alors c'est intéressant justement, vous venez donc d'aborder cette convergence entre le climat tropical de la Réunion et celui de l'Afrique du Sud. Donc Thomas Curelli, chargé d'affaires export, donc industrie et cleantech et correspondant en ville durable pour Business France en Afrique du Sud. Vous allez donc nous parler de la ville durable et notamment des enjeux et problématiques spécifiques en Afrique du Sud. À vous Thomas, merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc si vous voyez bien la slide qui apparaît à votre écran, à vos écrans, l'Afrique du Sud est un pays qui hérite des séquelles, qui a des séquelles donc de l'apartheid, avec une ségrégation spatiale et urbaine. Donc en fait, la ville durable à la sud-africaine doit vraiment tenir compte de ses spécificités locales. C'est un pays qui est fortement urbanisé, avec 66% de taux d'urbanisation, qui passera à 71% en 2030. Les villes sont très très étendues,
avec une faible densité urbaine de population, donc ce qui pose des problèmes de transport, évidemment, et d'habitat, par ailleurs. Donc, comme vous le voyez ici, le type d'habitat que nous avons dans les townships, ça peut être des habitats sommaires, des maisons simples mais pas isolées, comme des habitats donc de briques et de broc, hein, qui sont dans les camps de squatters, typiquement. Nous avons donc le CBD, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est le centre-ville de Johannesburg, mais dans les grandes villes comme Le Cap, Durban, ça ressemble à ça. Et après, on a des grandes banlieues. Des banlieues très très étendues avec des maisons de différents types qui peuvent être très cossues comme la maison que vous voyez tout en haut à droite ou comme des maisons qui sont tout à fait simples, mais l'isolation n'est pas et l'efficacité énergétique n'est pas le maître mot de l'habitat et des constructions sud-africaines déjà construites. Le pays est clairement très carboné. Donc, l'Afrique du Sud est un pays avec un mix énergétique avec 83% mix électrique, pardon, et 83% issu du charbon. Et donc, on a des problèmes qui sont clairement au niveau de l'électricité, l'approvisionnement en électricité. Eskom, l'EDF local, a des problèmes de production électrique et donc procède à des délestages, des load shedding, comme nous appelons ça en Afrique du Sud. Ça a eu un coût pour l'économie de 3 à 4 milliards d'euros, rien que sur les derniers mois. Il y a beaucoup de points de croissance également. Sur la slide suivante, vous pouvez voir donc les différentes opportunités que les entreprises réunionnaises pourraient avoir. Donc, on a parlé d'énergie renouvelable avec Green Yellow. Donc, typiquement, nous avons donc la possibilité de participer à des appels d'offres. Il y a une nouvelle fenêtre d'appel d'offres, le RIP, Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Program, qui démarrera à la fin de l'année, voire en début d'année prochaine. Les municipalités qui sont solvables pourraient également s'intéresser à contrôler leur approvisionnement en énergie renouvelable. C'est ce qu'elles cherchent. La ville du Cap, par exemple, a d'ailleurs démarré une bataille juridique avec l'État sud-africain. Mais on sait aussi que la ville de Durban, eThekwini, la municipalité a également développé son propre mix énergétique à base de beaucoup de renouvelables. Le secteur privé également va vraiment s'intéresser à acheter de l'énergie renouvelable, comme Sasol, les usines très énergivores, les compagnies minières, parce que Eskom a augmenté ses tarifs, Eskom coupe l'électricité et il y a aussi une taxe carbone qui est en train d'être implémentée, mise en place. Et ça va coûter beaucoup d'argent pour les gros consommateurs d'électricité et d'électricité carbonée. L'hydrogène, le stockage sont aussi des segments intéressants. Concernant l'habitat, par exemple, il faut savoir qu'il y a une norme qui est censée être appliquée en Afrique du Sud sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Hélas, on dira que cette norme n'est pas assez contraignante et malheureusement pas assez bien appliquée. Mais tôt ou tard, les consommateurs chercheront, ou les propriétaires chercheront à l'appliquer parce que ça va leur coûter beaucoup d'argent. On a aussi le Green Building Council of South Africa qui a plusieurs certifications concernant des gros bâtiments tertiaires comme aussi pour le résidentiel. Certaines banques commencent à prêter de l'argent pour l'achat de bâtiments certifiés avec le Green Building Council, donc des prêts préférentiels, des taux préférentiels.
Des architectes prennent de plus en plus en compte les matériaux durables et l'isolation dans leur prescription, dans leur design également. Les contrats de performance énergétique avec les propriétaires de biens immobiliers seraient aussi un très bon créneau, parce que ça permettrait de financer certaines modifications des bâtiments. Et donc avec ces gains, ces économies réalisées, l'entreprise française pourrait donc gagner de l'argent et typiquement le propriétaire économiserait aussi sur sa facture énergétique. Donc ce sont des contrats qui peuvent être réalisés. Je vais vous demander de conclure, Monsieur Curelli. Je vais conclure. Donc typiquement les projets, il y a des projets donc de logement abordable. Mais également, on peut voir que dans l'eau et dans les déchets et la mobilité urbaine, il y a également des opportunités que je me propose de discuter avec les entreprises réunionnaises, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Nous avons donc, sur le thème 2, nous avons une question donc, qui nous est posée par un acteur réunionnais. Je suis intéressée depuis la Réunion à développer des projets dans le domaine de la construction durable en Afrique du Sud. À qui m'adresser? Alors, je pose cette question à Monsieur donc Jean-Claude Lasserre, directeur général Afrique du Sud de Saint-Gobain. Je change de casquette 2 secondes, oui, effectivement, ça peut être intéressant. Exactement. Thomas en a parlé tout à l'heure. On a une équipe ici, hein, effectivement, dans la ville durable qui travaille de main dans la main entre tous les acteurs sur place. Mais on est là pour aider. On a par exemple, nous-mêmes, Saint-Gobain, on est un acteur important ici, notamment dans la partie isolation. On a une dizaine d'usines, donc on est pas mal présent. Et on a par exemple porté avec nous des sociétés dans le domaine de la qualité de l'air ou dans le domaine par exemple de portes particulières, de PME françaises qui sont venues avec nous, travailler avec nous et participer à des appels d'offres ensemble, des échanges aussi, à la fois avec les CCE ou dans cette ville durable. On est membre fondateur ici du Green Building Council, donc on a beaucoup de relations, que ce soit avec les stakeholders sur place, les contracteurs, les mairies bien entendu, les bailleurs sociaux, les architectes locaux. En fait, donc voilà, vous pouvez nous joindre. Et là encore, je rejoins ce que disait Axel tout à l'heure. On a une équipe très soudée ici entre les CCE, la CCI locale, Business France, les ambassades. Donc n'importe qui, regardez sur les sites, des téléphones, etc. Le premier contact vous enverra vers celui qui fait plus sens. Donc n'hésitez absolument pas à nous contacter et on sera un vecteur, parce que c'est aussi notre intérêt d'avoir une offre la plus puissante possible par rapport à nos concurrents ou locaux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lasserre. Écoutez, ce webinaire va se terminer et j'ai le plaisir de vous présenter donc un film de la Réunion produit par Nexa. Nous en parlions donc en introduction, en collaboration avec un acteur de l'export qui est la Maison de l'Export. À vous la régie, à vous Thomas, s'il vous plaît. Et moi. À vous la régie. M'excuse. On va voir si ça passe, sinon ce sera Maëva qui l'enverra. Tout petit instant. Donc, suivra après effectivement ce film la conclusion que Monsieur Axel Barou de Business France, directeur général donc de l'Afrique subsaharienne de Business France, nous présentera, suivi effectivement donc de nos 2 représentants présidents CCE, donc du comité de la région Réunion et du comité de l'Afrique du Sud.
Région française et européenne de l'hémisphère sud, la Réunion constitue une tête de pont idéale pour l'implantation de vos activités et leur développement vers l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Cette région ultra-périphérique, représentant un marché intérieur qui passera de plus de 800 000 à 1 million d'habitants en 2030, est la plus riche de la zone océan Indien grâce à un fort pouvoir d'achat. L'île dispose d'infrastructures modernes et performantes de niveau européen, ce qui la place au premier rang dans la zone océan Indien en matière d'équipement. Avec plus de 1200 km de routes nationales et départementales, le réseau routier est performant et doté d'ouvrages d'art exceptionnels. 2 aéroports internationaux permettent une ouverture permanente de la Réunion sur le reste du monde. 1,5 million de passagers y transitent chaque année. Un port international en eau profonde est au 4e rang des ports français en volume de conteneurs traités. 99% du territoire sont connectés en haut débit grâce à un réseau de qualité mêlant plusieurs technologies. Investir à La Réunion, c'est bénéficier de dispositifs européens et français et surtout d'un éventail de dispositifs régionaux attractifs. Jusqu'à 3 millions d'euros d'aide à l'investissement. Exonération de charges, d'impôts, de cotisations et de taxes sur les sociétés, défiscalisation des investissements productifs, régime de TVA avantageux, soutien aux fret entre La Réunion et l'Union européenne, développement et renforcement des filières industrielles, prime à l'emploi, aide sectorielle spécifique, TIC, tourisme, énergie renouvelable, agroalimentaire sont autant d'atouts pour l'investissement. Les normes françaises et européennes s'appliquent à tous les niveaux et, avec des institutions de droit français, l'île bénéficie d'une stabilité politique et juridique. La Réunion dispose également d'infrastructures sanitaires modernes, dotées des équipements publics les plus performants de la zone océan Indien. De plus, l'appartenance à la zone euro est une garantie en termes de stabilité monétaire. Une main-d'œuvre dynamique, avec 40% de la population réunionnaise âgée de moins de 25 ans, est performante grâce à un système de formation européen de qualité. L'Université européenne de la Réunion accueille ainsi chaque année 12 000 étudiants et propose 140 diplômes différents. Des formations d'ingénieurs sont également dispensées dans les domaines des technologies, de l'agroalimentaire, de la construction et du développement durable. L'île dispose aussi de structures de formation supérieure spécialisées dans le management, la restauration, l'hôtellerie, l'image et les arts. Les centres d'apprentissage se structurent en un réseau complet, intégrant l'électronique, la construction, l'automobile et autres. Grâce à des ressources naturelles exceptionnelles, la Réunion bénéficie d'un environnement privilégié pour la recherche et l'innovation dans les énergies renouvelables, les technologies de l'environnement, la biodiversité ou encore la santé. Elle regroupe pas moins de 40 laboratoires de recherche publics et privés, le seul pôle de compétitivité de l'outre-mer pour l'innovation et les ressources naturelles tropicales, Calitropique, ainsi qu'un des 10 cyclotrons français, le CIROI, une plateforme technologique biomédicale. À cela s'ajoute une station de télédétection spatiale et une station d'observation de l'atmosphère. S'implanter à La Réunion, c'est aussi profiter tout au long de l'année d'un cadre de vie exceptionnel au sein d'un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un climat tropical agréable, un des rares volcans en activité au monde, des paysages grandioses préservés au cœur de l'un des 11 parcs nationaux français, une population métissée chaleureuse, font de La Réunion une destination unique. Et bien voilà. Merci à tous. Et Jean-Claude, c'est l'heure de la conclusion peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Véronique? Non, pas pour l'instant. Si entre-temps il en arrive d'autres, nous y répondrons avec l'équipe de Business France. J'ai déjà passé la parole à Axel. Bon, merci beaucoup et je vais être très très court parce que Véronique a réussi le tour de force d'être maître du temps et de rattraper un peu notre retard, donc on va finir à l'heure, c'est toujours une bonne nouvelle. On a eu des échanges très très riches avec 2 choix d'ateliers, mais on aurait pu en choisir d'autres. Et donc, j'espère que ce type d'initiative pourra être reconduit. On a des relations très très riches avec La Réunion, notamment sur le volet export. Le préfet, le SGAR, on a parlé tout à l'heure. On vient de mettre en place au niveau du gouvernement un plan de relance
de l'économie qui comporte un très très fort volet export, pratiquement 250 millions d'euros sur l'export à travers plusieurs initiatives. Je vais pas toutes les citer, mais je voudrais mentionner quand même le chèque export et le chèque VIE. Et je voudrais rappeler que les entreprises réunionnaises sont non seulement tout à fait éligibles à ces chèques export, mais que dans le même temps, elles sont aussi éligibles à un outil qui nous est très très cher, qui est la convention MOM, la convention que connaissent bien les entreprises réunionnaises, qui permettent de financer une partie de leur développement à l'étranger. Et je sais que de tous les territoires ultramarins, la Réunion est le premier utilisateur de cette facilité qui existe toujours. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vous projeter sur l'Afrique du Sud et sur l'Afrique subsaharienne en particulier. Sur l'Afrique du Sud et sur l'Afrique de l'Est, puisque ce sont des marchés proches de la Réunion, j'essayais de le mettre sur le fil de la séquence pendant les interventions, mais j'ai pas réussi à le faire. Donc on vous enverra à tous les intervenants par mail à la fois une présentation assez synthétique des marchés pour vous donner les premières clés d'entrée, mais aussi la programmation Team France Export 2021 sur l'ensemble de la région, avec des opérations que nous montons en direct évidemment Business France, mais aussi pour plusieurs d'entre elles avec nos partenaires Team France Export au Mozambique, en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie. On s'est vraiment focalisé sur ces 4 marchés-là, qui sont des marchés d'intérêt pour vous et sur lesquels on souhaite pouvoir vous accompagner et vous aider. C'est le moment. La Covid a laissé évidemment une activité un petit peu ralentie. Sachez que nos concurrents sont présents. On le constate avec nos amis CCE pratiquement tous les jours. Ils sont quand même très très actifs dans la région. Et donc pour les entreprises réunionnaises, c'est peut-être le moment de se projeter en 2021 sur l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Voilà. Un mot sur l'activité Invest et je terminerai là-dessus. On souhaite évidemment travailler encore, et c'était rappelé par la vice-présidente de la région, on souhaite évidemment travailler davantage encore avec Nexa. On est à sa disposition. Moi, j'ai eu la chance de me rendre à la Réunion et de rencontrer les équipes de Nexa. On a des projets, on a besoin encore de travailler une pierre dans notre jardin pour faire connaître davantage toutes les opportunités de la Réunion, et je suis sûr que la Réunion a besoin d'investisseurs étrangers. Voilà, je m'arrête là pour pas être trop long, et encore une fois, merci beaucoup à tous pour votre participation. Écoute, je vais prendre le mot, et puis Bruno, je te laisserai le mot de la fin, puisque c'est quand même pour la Réunion. En tout cas, nous, on a été très très heureux de participer et d'essayer d'aider à être un peu un vecteur, entre guillemets, d'information entre nos 2 régions. Merci aussi aux autorités qui nous appuient. Je pense que c'est important, mais maintenant, en fait, je dirais, la balle est dans notre camp, à nous tous, et je pense que c'est un premier essai, galop d'essai. Je pense qu'on peut aller dans d'autres secteurs sur des prochains webinaires, et en tout cas, on est à votre disposition. Comme on l'a déjà dit, toute l'équipe Team France de l'Afrique du Sud est à la disposition de toutes les entreprises réunionnaises pour leur faciliter la vie, entre guillemets, pour attaquer ce marché compliqué, mais ce marché à fort potentiel qu'est l'Afrique du Sud. Donc voilà encore, et un grand merci en tout cas, et à très bientôt. Et puis Bruno, je te laisse le mot de la fin avec grand plaisir. Merci encore d'avoir animé talent ces ateliers. Également, merci à tous les intervenants et à Véronique en particulier sur son animation. Une réponse à une question, je répète, on l'a dit, au niveau de l'export, les choses se sont bien éclaircies. Aujourd'hui, on a un guichet unique, c'est Team Export France. Et aujourd'hui, c'est vraiment là qu'il faut aller par rapport à nos besoins au niveau de l'export. Je rajoute que les CCE sont là. Jean-Claude a dit, en Afrique du Sud, il y a 35 CCE, à La Réunion, 23 actuellement. On est à votre disposition, évidemment, et encore une fois, de façon bénévole, pour vous aider dans vos démarches, et surtout avec notre expérience à l'expo. Et puis, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est une première étape. On veut créer vraiment ce corridor Réunion-Afrique du Sud. Ça suppose des rencontres fréquentes et surtout régulières. Donc, on va faire des webinaires. Si on arrive à pouvoir aller à nouveau vous rencontrer là-bas en Afrique du Sud, on le fera. Et merci à tous pour cet après-midi très enrichissante. À très bientôt.
Merci à tous. Merci. On se dit au revoir. Bravo. Merci, au revoir. Merci, au au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.